Merci à vous tous d'être venus. Merci aux deux intervenants d'être présents. Voilà, il s'agit donc d'un quatrième volet d'un cycle de conférences qui a été initié il y a à peu près un an par l'IAE en partenariat avec acteurs de l'économie sur le management interculturel dans les pays émergents, c'est-à-dire les BRIC. Et nous avons une grande joie aujourd'hui qui est celle d'accueillir Thierry de la Tour d'Artaise, PDG du groupe SEB, je ne sais pas s'il est nécessaire de vous présenter, leader mondial de l'électroménager. Je voudrais revenir sur la série de conférences. Certains d'entre vous, je ne me rends pas bien compte, ont peut-être déjà participé à toutes les précédentes, venus écouter ce tour du monde qui a démarré, je le disais, il y a à peu près un an, et qui nous a emmenés dans un premier temps au Brésil, puis avec M. Ginon de JL Events, et puis en Russie avec M. Chimel, l'entreprise Zili. Et nous avons déjà été jusqu'en Chine, mais nous sommes très contents d'y retourner. La première fois, c'était avec Alain Mérieux, de Biomérieux, bien évidemment. Tous deux nous ont raconté, enfin tous les trois, pardon, nous ont raconté leur aventure. Et c'est vraiment une aventure humaine dont il s'agit. Aujourd'hui, on est là pour parler d'interculturel, c'est-à-dire de culture appliquée au management de l'entreprise. Mais ça, je pense que vous l'avez tous bien intégré, bien compris. Le format aujourd'hui est un tout petit peu différent, puisque habituellement nous avons un consultant qui vient un petit peu décoder ce qui a au préalable été dit dans le témoignage du PDG présent. Aujourd'hui, ce sont deux témoignages que nous écoutons, et c'est bien pour ça que c'est moi qui ai pris le micro en premier, parce que Jérôme Rive, qui est là, a pour habitude de vous accueillir et de vous expliquer un petit peu la façon dont se déroulent les choses. Eh bien non, aujourd'hui, il a une autre casquette. Il vient lui aussi nous raconter l'aventure de l'IAE en Chine, dans un deuxième temps. Et je pense que nous ouvrirons ensuite, avant d'ouvrir le débat avec vous, puisqu'on consacrera une petite demi-heure à des questions qui viennent de votre part, j'espère que M. de la Tour d'Artaise et que M. Rive auront l'occasion de discuter, d'échanger sur leurs expériences communes. Voilà pour ce qui est du format et de ce qui va se passer aujourd'hui. Alors, Monsieur de la Tour d'Artaise, on va bien sûr commencer avec vous. D'abord, merci d'être venu, vraiment, sur cette heure de déjeuner. Je trouve que le hasard du calendrier est assez bien fait, puisque vous étiez hier à Paris, et vous y avez reçu le prix des entreprises françaises en Chine, catégorie Audace. Alors moi, j'ai envie, évidemment, la transition est toute trouvée, de vous demander un petit peu de quelle audace avez-vous dû faire preuve quand il s'est agi d'aller s'implanter en Chine? Quelle est votre aventure avec la Chine, pour démarrer? Notre aventure avec la Chine, d'abord, elle a commencé en 1996, où nous voulions nous implanter sur le marché chinois. Mais à l'époque, on l'a fait à travers une JV avec la municipalité de Shanghai, parce que c'était la seule façon dont on pouvait le faire à l'époque. Et donc, on a démarré une activité, notamment dans les fers à repasser, pour le marché chinois. Ça a été une aventure qui a été assez difficile, parce que c'était à l'époque des JV donc avec des sociétés d'État, donc c'était pas très facile, et effectivement au bout de quelques années on s'est un petit peu fâché, mais suffisamment pour que nous reprenions le contrôle de la société, mais pas suffisamment pour qu'on soit blacklisté, comme on dit en bon français. Donc voilà, c'est une première expérience qui nous a, je crois, pas mal appris, et puis, mais qui n'a pas débouché sur un grand succès. Et ensuite, nous avons essayé de nous développer, mais plutôt en visant les classes aisées chinoises, sur la base de soit d'importation de produits fabriqués en France, soit sur notre usine chinoise. Tout ça, c'était très bien, mais ça nous a paru un petit peu pas très suffisant. Et on a décidé de se concentrer, de se focaliser sur le développement de nos produits pour les classes moyennes. Alors pourquoi ? On pensait qu'il y avait un énorme marché. Parce que si vous regardez bien ce qui se passe en Chine depuis plusieurs années, vous avez d'abord la croissance économique fait qu'il y a une progression très importante des classes moyennes qui voient à la fois leur pouvoir d'achat augmenter et qui changent de lieu puisqu'ils quittent les campagnes pour aller dans les villes, dans les petites villes et ensuite les grandes villes. Et vous avez en parallèle, et donc ces gens-là qui ont déjà assez d'argent pour la nourriture ont tout à fait envie de mieux vivre leur vie quotidienne. Très souvent, les femmes commencent à travailler. Je suis désolé, mesdames, mais c'est vrai aussi en Chine. Et donc, il faut gagner du temps et il faut aussi se faire plaisir. Donc, c'est un potentiel important. Et en parallèle,
il y a déjà en Chine, dans des grandes villes, une grande distribution qui existe, distribution moderne, qui est à la fois faite d'hypermarchés, Carrefour, Walmart et tous les autres, de spécialistes à la Darty, donc qui s'appelle Gomez, Suning en Chine, qui sont des groupes chinois, des grands magasins, donc il y a une distribution assez complexe. Et si vous réfléchissez bien, ce n'est en fait rien différent de ce qui s'est passé dans les années 60 en Europe, en France, dans tous les pays européens et aux États-Unis, où on a un développement d'une classe moyenne, urbanisation, développement de la distribution moderne, et tout ça, ça fait un potentiel de croissance. Alors la seule différence entre la France des années 60 et la Chine des années 2000, c'est que d'abord ils sont beaucoup plus nombreux, que deuxièmement, bien sûr les prix sont très inférieurs, donc pour vendre en Chine, il faut fabriquer en Chine. Et puis trois, ce n'est pas les mêmes produits, parce que bien sûr notre propos n'était pas d'essayer de vendre des cafetières filtres ou des friteuses à des Chinois, mais c'était plutôt de donner aux Chinois ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire des cuiseurs à riz, des appareils à faire du lait de soja, des plaques à induction ou des produits qui sont liés à la culture chinoise. Et pour faire cela, il nous a semblé que la meilleure formule, c'était de racheter une entreprise chinoise, parce que nous acquérions en même temps une marque, la marque Support, qui est celle de notre filiale, est connue par absolument tous les Chinois. Elle est aussi connue que c'est peut l'être en France, que nous achetions des forces de vente. La Chine est un pays, un territoire gigantesque, et donc il faut beaucoup de vendeurs sur le terrain. Juste pour vous donner aussi un exemple, nous avons plus de 6000 démonstratrices dans les magasins chinois pour expliquer nos produits aux consommateurs chinois, et même ce qu'on appelle la Golden Week, qui est la première semaine d'octobre, fête nationale, on a en plus 6000 démonstratrices occasionnelles. Donc on a 12 000 personnes dans les magasins pour vendre nos produits. Il faut les usines en Chine, donc c'est pour ça que nous avons racheté cette société qui en avait 4. Et puis on s'est également dit, et ça on l'applique dans tous les pays émergents, que pour bien comprendre la culture chinoise, il vaut mieux avoir des Chinois, parce que nous, on peut apprendre le lait de soja, mais il n'y a rien de tel que d'en avoir bu toute sa vie. Donc nous avons décidé de racheter cette société. Alors l'audace, pour revenir à votre question, venait du fait que cette société est un peu particulière, puisque c'est une société cotée à la bourse de Shenzhen, et qu'à l'époque, en 2006, quand nous avons signé cette acquisition avec le vendeur, aucune entreprise étrangère n'avait été autorisée à prendre le contrôle d'un groupe coté. La seule occasion qui avait été faite, c'était Alstom, un groupe français qui avait racheté Wuhan Boiler, mais la société chinoise appartenait à l'État. Mais par contre, un actionnaire privé, ça ne s'était jamais fait. Donc c'était une première, et nous pensions qu'il nous faudrait un certain nombre de semaines pour obtenir le feu vert des autorités chinoises, en l'occurrence le ministère du Commerce chinois, le MOFCOM, et la CSRC, qui est l'équivalent de l'AMF. Et en fait, il nous a fallu 18 mois. Donc ça a été extrêmement compliqué, parce que, comme c'était une première mondiale, les autorités chinoises ont posé beaucoup de questions. Et on y viendra sûrement tout à l'heure. Je pense qu'il faut être très patient en Chine, parce que le tempo n'est pas forcément le même. Et donc, enfin, au bout de 18 mois, nous avons eu le droit de finaliser l'opération et de lancer une offre publique sur cette société. Donc c'était très long et très compliqué. Merci pour ces éléments de base qui nous expliquent un petit peu ce que vous êtes en Chine. Maintenant, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment cela s'est passé. Et pour savoir comment ça s'est passé, j'ai un peu envie de vous dire quelle a été votre stratégie d'approche au départ. Vous nous avez parlé effectivement de l'État comme actionnaire majoritaire, et vous avez eu l'impression, enfin, j'ai eu le sentiment que vous disiez que ça avait été compliqué. Quelles sont les clés d'entrée et quels sont les bons partenariats juridiques pour approcher la Chine? Alors, bon, comment on a procédé? C'est assez simple. Moi, j'ai demandé à mes équipes de m'organiser un voyage en Chine en 2004, et je suis allé rencontrer les principaux acteurs du marché, sociétés dont Support, que nous connaissions déjà pour avoir un petit peu travaillé avec eux, et je leur ai demandé si on pouvait prendre le contrôle de leur entreprise, de façon assez directe. Et donc, à cette époque, ils n'étaient pas très, c'est-à-dire plutôt en 2003, ils n'étaient pas intéressés parce qu'ils voulaient être cotés en bourse, donc ils sont allés se coter en bourse. Et moi, je leur ai dit que s'ils ne voulaient pas nous épouser, comme nous avions absolument envie d'épouser une société chinoise, on allait regarder d'autres fiancés, ce que nous avons fait. Mais finalement, notre premier choix est revenu nous voir en pensant que nous étions sans doute le meilleur parti pour cette société. Et donc, ça s'est fait très vite. Je crois que les discussions, j'ai dit tout à l'heure 18 mois pour les autorités chinoises, mais nos négociations avec notre partenaire n'ont duré 2 mois.
Donc c'était extrêmement rapide, parce que je crois qu'on était d'accord sur la philosophie de long terme, qui était de développer le marché chinois, que nous pouvions leur apporter beaucoup en termes de technologie, en termes d'expérience marketing, en termes de connaissance de la grande distribution. Et eux, bien sûr, nous apportaient leur connaissance de la Chine. Donc quand on a mis tout ça dans nos discussions ensemble, on s'est vite rencontrés qu'on pouvait, et je crois que c'était ça qui était intéressant, d'avoir un win-win, si je puis dire, win-win situation. Donc ça s'est fait très très vite. Ceci étant, est-ce qu'on peut, selon vous, construire une relation de confiance rapidement avec des partenaires chinois qui sont culturellement forcément très opposés à nous? Il s'agit d'un empire en devenir alors qu'on est une nation en crise. Enfin, je pense que je ne vais pas donner les chiffres que tout le monde connaît, mais on est quand même en face de la deuxième puissance mondiale depuis 2010. Nous sommes relégués au rang de cinquième. 1,350 milliard habitants si on compte Hong Kong et Macao, bien sûr. Une croissance de 8% contre un malheureux 0,8 en France, malheureusement. Est-ce qu'il faut être offensif et avec quel état d'esprit est-ce qu'on arrive quand on est un grand dans une petite France face à cet empire en devenir? Alors, bon, c'est vrai que la situation a un petit peu changé. Déjà en 2006, la Chine n'était pas encore, je dirais, aussi puissante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Deux, nous, Support est une société qui faisait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires quand nous, on faisait plus de 3 milliards et qu'on était leader dans de nombreux pays au monde. Donc on avait, je dirais, par rapport à nos interlocuteurs, je dirais la force de la taille, de notre taille à nous, par rapport à cette société, et on ne parlait pas de la taille de nos pays respectifs, parce que sinon c'est vrai qu'on aurait eu sans doute plus de difficultés. Donc je crois que c'était ça, mais là encore je reviens sur ce que je disais, c'est à partir du moment où il y a un projet qui tient la route, après il faut effectivement ne pas faire d'erreur. Il ne faut pas faire d'erreur, il ne faut pas être arrogant. Dans notre approche, nous avons essayé de ne pas jouer le rôle du grand groupe qui vient racheter une petite société. Nous avons fortement montré que nous aimions la culture chinoise, que nous connaissions la Chine. Tous les expatriés qu'on a envoyés parlaient chinois et donc étaient capables de faire leurs interventions en chinois. L'un avait épousé une chinoise qui aide, a priori, l'autre avait appris. Et là encore, donc on a voulu ça, à la fois se démarquer de la vision de grands groupes et également de la vision qui peut être négative d'un groupe américain qui interviendrait en Chine et en parlant anglais uniquement. Nous, on essayait de parler leur langue, en tout cas ceux qui le pouvaient. Vous parliez tout à l'heure d'erreurs. Je pense qu'on en fait tous, à tous les niveaux, bien évidemment. Est-ce que certaines font avancer? Est-ce qu'il y a des échecs qui ont été les vôtres et qui peuvent peut-être servir de témoignage pour les personnes qui éventuellement se poseraient des questions sur comment on peut avancer avec la Chine aujourd'hui? Est-ce que vous avez un témoignage sur ce qu'il ne faut pas faire, par exemple? Oui, bon, on fait forcément beaucoup d'erreurs, tant qu'on ne connaît pas vraiment la culture chinoise. Il y a des petites erreurs qu'on a faites même après l'acquisition, où quand on avait des réunions, nos collaborateurs posaient des questions pendant l'intervention d'un Chinois qui nous exposait ce qu'il voulait faire dans la catégorie de produits dont il s'occupait. Et nous, à la française, on l'interrompt et on questionne. Ne serait-ce que pour s'assurer qu'on a bien compris. Si on n'a pas compris, on questionne. Et nos collaborateurs chinois étaient absolument persuadés qu'en fait, c'était une critique qu'on leur adressait, parce qu'on ne les interrompt pas. Donc on a appris, d'une part, à réfréner nos instincts et attendre un petit peu avant de poser nos questions, puis elle a aussi expliqué qu'on voulait simplement comprendre. Donc je crois que les erreurs, elles ne sont pas dramatiques, il faut en faire, et derrière, il faut simplement apprendre. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire que les Chinois comprennent, et je reviendrai peut-être sur les formations qu'on a pu faire, mais on a fait un énorme travail de formation des Français ou autres nationalités, mais d'occidentaux, qu'on envoyait en Chine pour leur expliquer justement les erreurs à ne pas faire, les petites défauts de communication. Mais nous avons également formé tous les managers de support à ce qu'était la pensée occidentale. On dit toujours que nous sommes très cartésiens, surtout en France. Les Chinois ont plutôt un raisonnement en cercle, donc on attaque plusieurs fois et on passe plusieurs fois et on y revient. C'est vrai que c'est un peu déroutant au début pour nous, parce qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas très structurés. C'est pas ça, c'est simplement qu'ils ont une structure différente de la nôtre. Donc une fois qu'on a appris, on va un peu moins en direct et on fait un peu plus de cercle, même si on a beaucoup de mal. Et puis eux, on essaie de leur apprendre à guider leur pensée dans une forme qui nous plaît mieux, en tout cas que nous comprenons mieux. Mais je crois que c'est un travail de tous les jours et qui nous sommes chez Support maintenant depuis fin 2007, donc ça fait 5 ans. On en apprend encore. Je crois que ce qui est très important et ce qui certainement joue énormément, ce sont les relations interpersonnelles.
On ne peut pas faire je pense, du business en Chine si on ne développe pas des relations très fortement personnelles qui vont bien au-delà je dirais, des relations uniquement de travail. Et je dirais même que dans notre acquisition, je pense que nous l'avons scellé, non pas dans les discussions que nous avions avec nos avocats, mais quand un jour où on était notre partenaire, qui n'était pas encore notre partenaire, avec qui on négociait, avait plutôt envie de rentrer en Chine parce qu'il pensait qu'on n'allait pas y arriver, et qu'on est allé dîner chez moi, et qu'on a parlé de notre vision, des valeurs, parce que je crois beaucoup aux valeurs partagées, et très clairement entre Support et SEB, il y avait les mêmes valeurs, il y avait les mêmes valeurs d'entrepreneuriat, les mêmes valeurs sociales, et je crois que ça a été un des points qui était déterminant pour notre partenaire chinois, car il nous donnait quand même, passez-moi l'expression, les clés du camion, puisque nous étions majoritaires, et donc il avait bien sûr le souci que ces usines soient maintenues, voire même développées, et c'est ce que nous avons fait. Vous parliez tout à l'heure de relations personnelles, ce qui est très important, on l'a bien compris. Il y a donc forcément des réseaux dans lesquels il faut rentrer. Est-ce qu'il est facile pour un Français de comprendre la stratification de ces réseaux? Dire qu'on peut tout comprendre, je ne pense pas. Mais on peut apprendre. On arrive vite à savoir. Enfin, en tout cas, il faut comprendre quelles sont les lignes de contrôle, puisque les sociétés sont toutes. Il y a toujours quelqu'un qui contrôle la société. Donc, il faut comprendre où ça se situe, si c'est au niveau du gouvernement de la province, si c'est au niveau plutôt du parti d'ailleurs. Donc, il faut essayer de comprendre quelles sont les personnes clés. Et puis après, il s'agit plus de discuter. Dans notre projet, 18 mois avec le ministère du Commerce et la CSRC, ce n'était pas 18 mois de négociation, c'était 18 mois d'explication. Parce qu'il n'y avait rien à négocier. De toute façon, ils donnaient leur feu vert ou ils ne donnaient pas leur feu vert. Donc ça a été simplement à expliquer, réexpliquer. Mais vous savez, des choses aussi basiques que quand nous avons discuté, la première question que nous ont posée les autorités chinoises, c'était, ils pensaient que nous allions être dominants en Chine. Parce que quand on cumulait Support et SEB, la seule chose, c'est qu'on ne vendait pas en Chine. Donc on leur a répondu que la position de la concentration, comme on les apprécie aux États-Unis ou en Europe, c'est quand la fusion des deux entités crée une position dominante. Si l'une des sociétés a une position forte déjà sur un marché, il n'y a pas de changement. Comme la Chine avait peu d'expérience dans les concentrations d'entreprises, il a fallu que nous leur expliquions, pas beaucoup de notes, comment on faisait aux États-Unis, comment on faisait au niveau de l'Union européenne, et ça a pris 3 mois, 4 mois. Donc il faut expliquer. Est-ce que, par exemple, vous auriez une anecdote à nous raconter, concrète, d'un déjeuner de négociation? Est-ce qu'il y a des us et coutumes que nous ne connaissons pas, nous, Français? Quand nous arrivons, je vais être un petit peu grossière dans les traits, mais on descend de l'avion, on a un déjeuner de travail. Qu'est-ce qu'il faut savoir et qu'est-ce qu'il faut éviter? Je pense, par exemple, aux cadeaux. Est-ce que vous avez, vous, des anecdotes du ressenti à nous donner? Le cadeau, c'est une tradition, mais il n'y a pas qu'en Chine, hein, c'est vrai dans toute l'Asie, c'est vrai en Inde, c'est vrai dans énormément de pays. Donc on arrive toujours avec des cadeaux. On a d'ailleurs tous des caventières remplies de cadeaux qu'on a reçus des différents pays, parce que ce n'est pas toujours forcément ce qu'on mettrait dans son salon. Mais donc... Et alors, comment on le manifeste, justement, quand on est en face de la personne qui vous... Justement, problème culturel. Ça dépend des pays. Ça dépend des pays. Il y a des pays où on ouvre le cadeau pour montrer qu'on est que c'est très joli. D'autres pays où on n'ouvre pas le cadeau parce que ça ne se fait pas. Donc on essaie d'apprendre. On a toujours des gens qui nous conseillent qui connaissent mieux le pays que nous. Donc en l'occurrence, on reçoit le cadeau et puis après on discute. Mais bon, ça c'est une anecdote, mais je crois que le cadeau fait partie bien sûr du cérémonial. Je crois qu'après, je ne suis pas sûr qu'il y ait des règles générales. Je crois qu'il faut prendre du temps. Je vous disais, pouvoir échanger. Il est très important pour les Chinois, mais c'est vrai dans beaucoup d'autres pays, que les gens comprennent l'interlocuteur qu'ils ont et est-ce qu'ils peuvent lui faire confiance. Et je pense que si on veut aller trop vite, et si on rate cette étape qui est de créer une relation personnelle, donc moi je vous dis, dans mon dîner, nous avons parlé de mes 5 enfants, de la campagne, de la famille Lescure, actionnaire du groupe SEB, de beaucoup de choses, avant de commencer à rentrer sérieusement sur les points sur lesquels on pouvait ne pas être en accord. Donc ça, c'est pas du temps perdu. Il faut prendre beaucoup de temps. Il y a effectivement beaucoup de dîners, mais c'est très rapide en Chine, puisqu'ils ont
une discipline très, 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 très forte. Donc il faut savoir prendre le temps, revenir, ne pas être surpris quand tout d'un coup on change de sujet. On est en plein dans un sujet et tout d'un coup on change complètement. C'est qu'à un moment on a changé de cercle, donc on va rentrer dans un autre. Donc c'est pas la peine d'essayer de ramener toujours au premier, parce que de toute façon, tant que notre interlocuteur n'aura pas fini de dérouler sa pensée dans l'autre sujet, il ne pourra pas revenir à la première. Donc il faut simplement noter ce qu'on a à dire, parce que sinon on oublie, et puis partir dans une autre discussion qu'on a pendant 10 minutes, un quart d'heure, puis après on revient au sujet. Donc il faut simplement être têtu soi-même pour ne pas oublier. Mais je crois qu'il faut s'adapter, mais c'est vrai dans tous les pays. Je pense que quand des gens viennent en France ou viennent acheter des sociétés françaises, ils peuvent être aussi surpris de la longueur de nos déjeuners, très souvent de nos retards, de beaucoup d'autres choses dont les gens parlent beaucoup quand ils parlent des Français. Alors justement, vous arrivez sur ma prochaine question. Quelle image l'entrepreneur chinois, on ne va pas généraliser à la Chine tout entière, bien sûr, quelle image les personnes que vous avez rencontrées ont-elles des Français? Moi, je crois que l'image de la France est très bonne. D'abord parce que beaucoup de Chinois se souviennent que le général de Gaulle a été le premier à reconnaître la République populaire de Chine. C'est le premier chef d'État qui l'a fait. Et moi, je sais que dans tous les contacts que j'ai pu avoir en Chine, on me l'a très très souvent rappelé. C'était quand même le premier pays qui le faisait. Deuxième point, je crois que les Chinois considèrent que les Français s'intéressent beaucoup à la culture chinoise. Nos présidents successifs, que ce soit Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, ont été adorés parce qu'ils adoraient la culture chinoise. On a même un président qui essayait de parler chinois. Je ne suis pas très sûr que les Chinois pouvaient vraiment le comprendre. Moi, je ne donnerai pas de conseils, mais son accent me paraissait pas tout à fait fluent, comme on dit. Mais néanmoins, il essayait. Je crois que les Chinois apprécient aussi le fait que très souvent les Français essayent de parler quelques mots de chinois, ce qui est beaucoup plus rare chez nos amis anglo-saxons et notamment américains. Donc tout ça fait que je crois que l'image, a priori, des Français, enfin je vois qu'il y a plusieurs Chinois en France, mais je me dis que s'ils sont en France, c'est peut-être aussi qu'ils ont une bonne perception de la France. Donc je crois que l'image est bonne. Alors il y a des mauvais côtés. Nous sommes, je vous le disais, réputés comme des gens en permanence en retard, ce qui est malheureusement assez vrai. Ils ne comprennent pas toujours comment on peut vivre avec autant de grèves. Ça, c'est un grand mystère pour eux, parce que quand ils voient que on a raté l'avion parce qu'il était en grève, ou quand eux-mêmes viennent en France et qu'ils ont d'abord une grève dans les avions, puis après ils attendent la passerelle, puis après ils attendent l'escalator qui est en panne, puis après ils essaient de prendre un taxi, mais il y a une queue fantastique parce qu'il n'y a pas de métro. Bon, tout ça, ça les surprend beaucoup, et ils se demandent comment on arrive à gérer le pays. Alors ceci dit, on se demande nous-mêmes aussi, donc on n'est pas tellement en désaccord sur ce point. Donc voilà, je crois que non, la France a plutôt une bonne image, un petit peu de très pays qui s'intéresse à la Chine, qui aime la Chine, qui a une très très ancienne histoire, comme la Chine l'a, parce qu'on a effectivement l'histoire de la Chine est encore beaucoup plus ancienne que celle de la France, mais on s'y intéresse. Et puis par contre des gens qui sont, je vous le dis, ils pensent qu'on est à peu près le dernier pays communiste de la Terre, quoi. Ça fait longtemps qu'ils ne le sont plus, mais nous, on a encore certains comportements qui montrent qu'on n'a pas totalement passé. Qui leur fait penser ça? Est-ce que, Thierry de la Tour d'Artaise, est-ce qu'il y a des sujets qui fâchent dans les négociations entre Français et Chinois, ou auprès des Chinois? Oui, il n'y a pas de sujet, je n'ai pas en tête de sujet particulier qui fâche. Je veux dire, on peut tout à fait aborder tous les sujets, en tout cas avec les interlocuteurs que j'ai eus, on pouvait parler de religion, du Parti communiste, de tout ce qu'on veut. En revanche, quand on n'est pas d'accord, il y a effectivement une règle à respecter qui est pardonnez-moi l'expression encore en anglais, mais de face saving. On peut avoir raison, mais il ne faut pas humilier. Voilà, c'est en meilleur français. Et donc, même si on a raison, il faut faire en sorte que son interlocuteur puisse s'en sortir
sans être, surtout s'il n'est pas tout seul et qu'il y a d'autres collaborateurs, et surtout ce sont des collaborateurs qui dépendent de lui, parce que le chef, le Laoban, ne peut pas être contesté quand même. Donc c'est important de laisser toujours une échappatoire pour qu'on puisse rebondir et ne pas rentrer dans un blocage. Parce que s'il y a blocage, là on peut y passer un moment. Hein. Et ça vous est arrivé ? Bah, je vous dis, on a essayé de débloquer justement en trouvant d'autres solutions, de sortir du cadre. Mais oui, on a sûrement une ou deux occasions, mais après, il faut aussi avoir l'humilité de temps en temps, quand on se rend compte qu'on a fait une erreur, qu'on a pu humilier quelqu'un, de le dire publiquement que c'était déplacé, et ça permet de ramener des choses. Mais il vaut encore mieux éviter, si on peut. Et en général, on peut. Alors, puisqu'on parle de sujets qui fâchent, il y en a un qui fâche tout le monde, qui est celui de la corruption, bien connu en Chine. Est-ce que vous avez rencontré cette problématique ? Pas forcément vos équipes, mais si, la question est à double tranchant. Vos équipes d'une part, et l'avez-vous vu faire sinon ? Oui. Non. Nous ne l'avons pas vu. Je ne sais pas si... d'abord que la corruption, qu'il y en ait, oui, ça on le sait, ça existe. Nous, non, dans notre affaire, en tout cas, s'il y en avait, on ne l'a pas vu, nous en tant que Français. Je crois que ça tient aussi à la position un peu particulière de Support, qui est une société cotée. Donc, une société cotée est une société qui est quand même beaucoup plus officielle, par définition. Je vous rappelle que même aujourd'hui, puisque notre société est toujours cotée à la bourse de Shenzhen, nous avons des obligations de transparence en tant que société cotée à la bourse de Shenzhen, donc notre filiale Support. Et par exemple, nous avons des administrateurs indépendants, qui sont, Orlin est un professeur de comptabilité de l'université de Xiamen. Pour la petite histoire, il ne parle pas anglais, mais il parle encore russe, du temps de la bonne coopération entre la Chine et l'ex-URSS. Donc, et d'autres qui peuvent être des Français ou des Chinois, on en a 3, et qui sont amenés à signer ce qu'on appelle des fairness opinions sur chaque transaction que SEB fait avec cette société. Et c'est justement pour prévenir toutes les dérives qu'il pourrait y avoir. Et je pense que pour nous, ça nous a beaucoup servi, parce que ça oblige à une transparence, et donc d'avoir des comptes certifiés par des commissaires aux comptes. Nos commissaires aux comptes sont un cabinet international très connu dans tous les pays du monde, et je pense que c'est une très bonne chose. Je voudrais revenir un petit peu sur les réseaux pour que la salle comprenne bien ce qu'il est nécessaire de viser, ou pas d'ailleurs. Les règles hiérarchiques sont extrêmement plus compliquées que chez nous, m'a-t-on dit. Elles sont différentes, difficiles à appréhender pour un Français, vous le disiez. Si un chef d'entreprise doit envoyer pour des négociations, quelles qu'elles soient, quelqu'un en Chine, est-ce qu'il faut que ce soit l'alter ego de celui qu'il va rencontrer, par exemple, ou est-ce qu'on peut jouer sur notre façon de faire ? Je crois qu'il faut envoyer quelqu'un qui a la capacité de décider. Parce que, je dis que ça peut être très lent, mais ça peut aussi aller très vite. Et en tout cas, dans ce genre de pays, puisqu'on a fait plusieurs acquisitions, notamment en Asie, en général, à un moment ou à un autre, assez vite, je suis obligé moi-même d'y aller, parce que nos interlocuteurs veulent savoir qu'ils ont en face d'eux quelqu'un qui a le pouvoir de décision. J'ajoute qu'il y a une autre dimension, comme je disais tout à l'heure, que la relation personnelle est très importante, et que quand on est chef en Chine, on aime voir le chef en face, parce que si on s'entend entre chefs, on fera que les autres s'entendent. Mais si on ne parle pas au chef, on ne sait pas ce que pense le chef. Donc il vaut mieux tout de suite comprendre qui est le Laoban d'en face, et si on a envie de travailler avec lui. Donc en fait, la relation d'égal à égal est importante. Et ça, c'est une chose qu'il faut peut-être bien redire. Pour finir, avant d'écouter Jérôme Rive, qui a beaucoup de choses aussi à nous raconter, j'ai envie de vous demander si vous avez éventuellement, vis-à-vis de votre expérience chinoise, un coup de cœur et un coup de gueule à nous raconter. Si vous voulez, moi, un coup de cœur, oui, parce que je pense que c'est une opération qui, même si elle était très compliquée, et qu'on a eu peur à un moment de ne pas y arriver, puisque ça traînait en longueur. Moi, je crois que je suis allé plus de 10 fois en Chine en 2006, et 14 fois, ça j'en suis sûr, en 2007. Donc c'était quand même assez souvent, et au bout d'un moment, et notre partenaire a vraiment tout à fait joué le jeu, puisque lui était à Pékin pratiquement toute sa vie, pour essayer d'expliquer, réexpliquer en quoi c'était bien, et c'est intéressant pour la Chine. Donc, le coup de cœur, finalement, je pense que... Oui, mon coup de cœur, c'est que ça a été tellement compliqué et long, parce que 18 mois, c'est très long.
que ça nécessitait de notre part un investissement énorme, également de notre partenaire, et que derrière, finalement, on a gagné beaucoup de temps en estime et en confiance. Parce que notre partenaire, qui était un jeune homme pour moi, parce qu'il avait 40 ans à l'époque, a d'abord dû convaincre sa famille qu'il fallait vendre l'entreprise. Or, ils n'avaient aucune raison objective de vendre leur entreprise. Elle faisait 120 millions, 100 millions d'euros. Ils étaient cotés en bourse, leur cours était tout à fait correct, ils se développaient très bien. Ils avaient démarré par des articles culinaires, donc non électriques, des wok et des autocuiseurs, et des poêles. Et puis ils s'étaient lancés sur des produits électriques, donc tout allait bien. Mais lui a eu cette vision, que je trouve remarquable pour quelqu'un qui est finalement d'une entreprise de taille relativement limitée, d'avoir cette vision que s'il ne s'alliait pas à un groupe beaucoup plus important, il aurait du mal et il serait freiné en Chine à un moment ou à un autre. Parce qu'il se doutait bien qu'on allait de toute façon venir en Chine et qu'à ce moment-là, au lieu d'être avec eux, on serait contre eux. Même si nous, je suis bien content qu'on n'ait pas eu à y aller tout seul, parce que je pense qu'on aurait eu beaucoup de mal. Mais donc, je crois qu'il a eu cette intelligence, il a dû convaincre son père, convaincre sa famille, il s'est battu vis-à-vis des autorités chinoises, et donc ça a créé une relation qui nous a permis ensuite de bâtir une vraie relation de confiance et d'aller beaucoup plus vite. Or, le coup de gueule, non, bah écoutez, j'aurais préféré que ça aille plus vite, mais aujourd'hui, je pense que c'est l'opération la plus structurante que nous ayons faite pour le groupe depuis la reprise de Molinex en 2001, qui était aussi une autre opération un petit peu sportive, et que la Chine est aujourd'hui notre deuxième pays. Nous y avons 4 usines, 12 000 personnes, nous avons 1100 magasins sous la marque Support. Nous sommes présents dans l'ensemble du territoire chinois. Ça sera demain notre premier pays, avant la France, d'ici 2-3 ans, vu les taux de croissance que nous y avons. Donc c'est une très très belle opération et je m'en réjouis tous les jours. Maintenant, ça reste toujours compliqué. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous faisons en sorte que nos équipes passent leur vie les Chinois viennent en permanence en France, nos Français vont en permanence en Chine. Nous avons bien sûr des Français en Chine, nous avons des Chinois qui viennent maintenant en France, on a même aussi plusieurs Chinois qui ont fait des études en France et que nous avons renvoyés en Chine parce qu'ils parlent chinois, français, ils connaissent le groupe SEB et donc ils peuvent aller prêcher la bonne parole chez Support avant d'entamer une carrière internationale ailleurs. Donc je crois que c'est très important ce dont on se rend compte, c'est que les Chinois sont extrêmement avides, pour ceux qui sont un petit peu internationaux, et il y en a de plus en plus, de découvrir le monde entier. Et je suis persuadé que dans les années qui viennent, nous aurons beaucoup de Chinois, non seulement en France, mais également dans d'autres pays dans lesquels nous sommes présents. Merci beaucoup pour ce témoignage. On reviendra tout à l'heure à j'espère, quelques questions de la part de Jérôme Rive ou une discussion avec Jérôme Rive. On verra selon ce qui va être énoncé. Mais ça me donne une transition toute trouvée parce que quand Monsieur de la Tour d'Arthès dit que les Chinois sont avides, en tout cas, de l'international, c'est exactement ce que vous avez constaté. On va continuer avec vous ce passionnant voyage avec l'aspect plus canal de service. D'abord, un bref rappel des coopérations de l'IAE en Chine, pour ceux qui ne le savent pas. Tout le monde n'est pas de l'IAE dans cette salle. Donc, on vous écoute là-dessus avant que vous nous racontiez un petit peu votre perception de l'interculturel dans le domaine de la formation qui est la vôtre. Alors, l'IA Lyon a débuté, je crois, le parcours a débuté au milieu des années 90 également, l'aventure en Chine. Elle faisait suite à des aventures dans d'autres zones, une internationalisation classique de partenariats avec des universités et des business schools dans le monde entier, mais le fait aussi de décider d'exporter certaines formations et de les établir hors du territoire français. Alors, les expérimentations avaient été faites à l'origine dans les pays d'Europe centrale, suite à l'ouverture dans les années 90 où, à l'appel de groupes français, nous allions délocaliser des formations double compétence, le métier historique des IAE, pour amener des compréhensions des méthodes de gestion françaises et du management à la française. Et donc, dans cet état d'esprit et avec l'expérience de ce qui avait pu être fait, donc tant en Pologne, en République tchèque ou en Hongrie, nous sommes partis sur l'Asie.
avec derrière, bien sûr, au départ, on a commencé sur la côte et sur les zones qui étaient les plus, je dirais, qui bougeaient le plus et sur lesquelles il y avait également des relations déjà préexistantes. La ville de Lyon est également, autant la France est appréciée, la ville de Lyon également, du fait notamment de l'historique de l'Institut franco-chinois et des nombreuses personnalités qui ont pu transiter à travers cet institut-là. Et donc, nous arrivions également sur des initiatives, et je crois que c'est une des chances pour nous, en étant à l'intérieur de l'université publique, de bénéficier également de soutien d'institutions, et à savoir que la ville de Lyon étant jumelée avec Canton, il y avait de fait également des amitiés, et puis pour ce qui était d'une opération sur Shanghai, c'était la région qui souhaitait qu'il y ait une opération régionale à Shanghai. Donc avec 2 opérations qui sont concrétisées en 98 avec le lancement d'une formation dit MBA donc avec Lingnan University College de l'université de Sun Yat-sen à Canton. Et puis parallèlement, également en 98, une opération régionale, donc portée par l'IE de Grenoble en tant que diplôme, mais avec 4 établissements supports, l'EM Lyon, l'IE Lyon, GEM, Grenoble École de Management, et l'IE de Grenoble. Et avec là-bas un MBA, mais qui visait, ou qui, avec le temps, s'est adapté également aux besoins, je dirais, de formation, et notamment le fait qu'il est devenu exécutif, donc un pur diplôme de formation continue pour cadres dirigeants. Ça, c'est pour donc la présentation de la coopération qui est la vôtre. Pour revenir à des questions purement interculturelles, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, est-ce que vous avez senti une évolution de la perception et du besoin d'éducation dans les années qui viennent de passer de la part des étudiants chinois ? Alors totalement alors il y a en effet les étudiants, il y a les institutions d'enseignement supérieur, et puis il y a bien sûr aussi le gouvernement qui a des plans de formation très importants. Et on sortait, il y avait une réouverture des universités et la volonté réellement d'aller sur de nouveaux cycles de formation et des besoins de la part des publics qui souhaitaient se former, de se différencier également par le fait d'obtenir un diplôme différent et une reconnaissance. Donc de ce fait-là, on est toujours face à des populations d'étudiants MBA qui ont plutôt une quarantaine d'années en moyenne, alors qu'habituellement c'est plutôt autour de 30. Donc on a des étudiants qui sont plus âgés parce qu'il y a cette volonté d'arriver à se différencier aussi au milieu socialement. Et cet aspect-là, on le voit dans l'évolution indéniablement parce que s'il y avait une centaine d'étudiants MBA dans les années 90, au début des années 90, désormais ils se comptent par dizaines de milliers. Et donc, de fait, on cherche des produits à nouveau différenciants et nous sommes appelés, comme d'autres business schools à travers le monde, pour offrir des formations différentes. Et à l'heure actuelle, la mode est absolument au DBA, donc, et puis potentiellement au PhD. Donc, on s'aperçoit... On va peut-être redire à tout le monde ce que sont les PhD et les DBA. Voilà, on va juste... Formation doctorale, globalement, c'est-à-dire qu'on se met à aller davantage vers la formation doctorale et il faut voir que dans les institutions chinoises, historiquement, il y avait très peu de docteurs en tant que tels. Sur les années 2000, il y a eu une réimportation très importante d'étudiants qui étaient allés étudier et qui s'étaient installés dans des carrières académiques en Occident et notamment en Amérique du Nord, donc qui sont réimportés avec des moyens très importants pour amener certaines business schools à être dans la course internationale, ce qui veut dire également accréditation et donc publication. Donc on est dans une logique vraiment d'une course en avant avec du point de vue des accréditeurs qui voient ce marché comme étant un très gros marché également, le fait de dire on va accompagner un certain nombre de structures dans ces process d'amélioration continue, de qualité, etc. Et c'est vrai que on peut s'apercevoir du point de vue sur votre question vis-à-vis de la connaissance, on était peut-être beaucoup au départ sur davantage de limitation parce que également dans les processus pédagogiques, l'imitation, la répétition davantage que l'imitation est vraiment quelque chose de très important dans la culture et dans l'éducation. Et progressivement, on bascule beaucoup plus sur l'innovation en matière de connaissances. Donc on bascule de la même manière d'une dissémination des connaissances à une création de connaissances. Et on le voit à travers les méthodes, les cas, par exemple, d'entreprise. On sait bien d'utiliser des cas nord-américains, mais désormais, on crée des cas en Chine et c'est sur ces bases-là qu'on va enseigner. Donc on change complètement de paradigme. Et donc nous, dans nos relations, on est amené également à changer quand même nos apports. Qu'est-ce qu'il faut mettre au placard quand on est français et qu'on est à Canton? Vous y étiez la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il faut mettre au placard?
Alors c'est vrai qu'on est apprécié globalement, on bénéficie, on arrive avec quand même, c'est plutôt plus aisé que si on venait d'autres pays. Je crois que l'arrogance, indéniablement. Nous étions donc ensuite, moi j'étais ensuite à Shanghai sur donc une conférence organisée pour, et là il y a un lead qui est pris par les business schools chinoises sur quelle évolution des modèles des business schools dans les pays émergents, donc au sein des BRICS. Et donc ils en sont à leur 4e conférence, ils font venir beaucoup d'Indiens, ils font venir des Brésiliens, et ensemble ils les font venir face aux accréditeurs pour montrer aussi combien il faut sans doute avoir des phases intermédiaires dans les modèles. Je dirais que l'aspect quand on arrive, et notamment en français, avec notre système parfois très élitiste d'école ou de diplôme très élitiste, parfois il faut quand même être relativement modeste et être conscient que ça fonctionne dans un contexte bien particulier, mais que c'est absolument pas reconnu à l'extérieur. Et pour eux, des noms très connus chez nous ne veulent absolument rien dire, et ils ont tendance à rire quand ils voient le volume d'étudiants qui sortent. Quelles sont les attentes des étudiants que vous avez rencontrés vis-à-vis du corps professoral quand il est français ? Alors, il y a un pragmatisme très très fort. Je crois que les principes de réalité priment sur la théorisation, très clairement. Et c'est pas, du coup, ce n'est pas neutre si ce sont des formations type MBA qui fonctionnent, parce qu'on est vraiment on part sur des process pédagogiques sur des bases d'études de cas. On est beaucoup sur des allers-retours entre la pratique et donc des capacités de comprendre la réalité. Indéniablement, c'est ça qui est recherché, et cette volonté d'arriver à comprendre. Il y a une soif d'apprentissage qui est très importante. Vous êtes d'accord avec ça, Thierry de la Tour d'Artaise ? Vous savez, nous avons recruté ces 3 dernières années à peu près 100 personnes chaque année en marketing ou R&D. Les Chinois apprennent à une vitesse absolument folle, ils sont très curieux, on parle beaucoup de copies, ça c'est vrai, ils sont aussi très imaginatifs, mais je crois qu'il y a une capacité à absorber tout ce qui est nouveau. Mais ils ont sans doute d'ailleurs, je pense que beaucoup des pays émergents ont cette chance finalement de faire en quelques années ce que nous on a mis 50 ans à faire. Beaucoup de Chinois n'ont jamais eu de téléphone fixe. Enfin, je pense qu'il y a des Chinois dans la salle qui n'avaient pas forcément de téléphone quand ils étaient enfants en Chine et qui sont passés directement au portable. Les Chinois cuisinent beaucoup plus à l'induction que les Français. Bon, l'induction en France, ça paraît être quelque chose pour des gens aisés. En Chine, c'est le 3e produit d'électroménager. Tout le monde cuisine à l'induction. Ils sont passés directement de la cuisinière à gaz à l'induction. Bon, parce qu'ils se déplacent, en plus, ils les bougent. Donc je crois qu'il y a une capacité à apprendre très vite, une vitesse du pays qui est gigantesque. Je vous disais, 1100 magasins aujourd'hui, ça veut dire 200 par an. On ouvre 200 magasins par an, et c'est pas nous qui avons demandé d'ouvrir 200 par an, c'est que nos équipes chinoises nous disaient il en faut 200 par an. Parce qu'il faut y aller. Donc, si on reprend la question, qu'est-ce qu'il faut mettre de côté ? Il faut se câbler dans un pays qui a une croissance gigantesque, et que si on ne veut pas être laminé, il faut être au moins aussi rapide que les autres. Et donc, ça veut dire très, très, très rapide. Merci, parce que c'est ce que je voulais savoir. J'ai en tête l'anecdote d'une entreprise chinoise qui coopère avec une entreprise française. Le chinois, quand on lui pose une question, dit-on, va être extrêmement demandeur de rapidité de réponse aux questions, là où le français va d'abord vérifier la qualité. Est-ce que l'un comme l'autre, vous avez, dans vos deux domaines, des anecdotes à nous raconter par rapport à cette différence qui nous ramène au rapport au temps, finalement? Oui, alors le temps long, la capacité à savoir être dans le temps long, et puis aussi dans ces boucles, il faut sans doute mettre aussi de côté notre rationalité sur un certain nombre de choses, parce que quand on parle par exemple de contrat, pour nous souvent on le voit, le contrat est vraiment une finalité, alors que pour nos partenaires chinois c'est beaucoup plus un moyen pour rentrer dans un engagement partenarial. Donc ça, de long terme. Oui, de long terme, indéniablement. Est-ce que vous avez eu des anecdotes à nous raconter de moments où vous avez été décontenancé en tant que Français? L'un comme l'autre, hein. Bon, je crois que non, mais oui, bon, on a plein d'arguments. Si vous voulez, je crois que bon, la première fois qu'on découvre que quand vous êtes sur un salon professionnel comme il y a par exemple dans notre métier,
et que vous avez un stand et que un peu plus loin dans une autre aile, vous avez des fabricants chinois et que vous découvrez dans un stand un produit qui est exactement le vôtre, mais copie conforme. Et que vous amusez à essayer d'aller négocier le prix, donc vous négociez le prix et ils n'ont même pas commencé à le développer, qu'ils vous le vendent déjà. Donc ça prouve à quel point ils sont rapides. Et après, quand on leur dit oui, mais ça c'est une copie servile, ils vous répondent bah oui, mais c'est parce que vous êtes bon, donc on vous copie. Bon, ça a beaucoup évolué. Ce que je vous dis se passe moins d'ailleurs, parce que les autorités chinoises maintenant ont mis un frein à ces pratiques, même si ça existe encore. Donc oui, on est un peu décontenancé d'un tel aplomb, parce qu'en France en général, ou quand des gens sont contrefacteurs, ils essaient plutôt de se cacher. Là, non. Là, c'est bon, ok, voilà, on a copié. Donc ça, c'est une surprise au début. On est copié dans les diplômes aussi, Jérôme Rive? Oui, indéniablement. Et il y a un développement d'un nombre de structures qui fournissent des diplômes parce qu'il y a une demande colossale, et que l'on n'est pas du tout capable de répondre à cela. Donc après, la question pour nous, c'est d'arriver à faire évoluer notre positionnement pour suivre justement certaines niches dans lesquelles on estime que on saura faire une différence et répondre réellement à des attentes. Mais cette capacité, de la même manière sur les temps, pour nous, quand on souhaite qu'un diplôme soit... Parce qu'en opération, en enseignement supérieur et en recherche en Chine, vous pouvez avoir des bureaux de représentation, comme la plupart des écoles ont, mais normalement, vous ne pouvez y enseigner qu'à des étudiants hors non chinois ou chinois ayant pu vivre hors de Chine. Ce qui veut dire que vos opérations en fait sont quand même assez réservées. Vous faites venir des étudiants de France et puis là-bas ils vont découvrir des choses et ils y repartent. Mais vous n'avez quand même pas l'atteinte directe du marché. Et après, si vous le souhaitez, il faut se faire reconnaître par les autorités. Et pour la peine, alors là, c'est en effet des temps au moins de 18 mois, voire plus. Et avec, il faut faire confiance, choisir des interlocuteurs qui seront les personnes qui vont répondre, aller vers les bons niveaux politiques à Pékin et savoir s'ajuster. Il faut vraiment être sur un registre de confiance de ce point de vue-là. Alors, il y a la confiance, il y a la compréhension, ce dont on parlait tout à l'heure, des niveaux de réseau. Comment peut-on se faire aider? Il y a peut-être des personnes, encore une fois, dans la salle qui sont volontaires pour aller implanter leur entreprise en Chine, aller collaborer avec la Chine d'une manière ou d'une autre. Quels sont les conseils que vous pouvez donner en termes de structure de réseau? Nous, c'était un des éléments qui a milité pour nous pour faire une acquisition. Parce que, quoi qu'on fasse, nous sommes français. Enfin, moi, je suis français. Puis je ne vais pas demain passer pour un Chinois, parce que j'aurai un peu de mal. Donc, pour avoir le bon Guangxi, je pense que notre partenaire chinois connaît beaucoup plus les arcanes du pouvoir chinois, le gouvernement des provinces, ce qu'il faut connaître, que nous, on peut le faire. Donc, on rencontre beaucoup de gens, bien sûr, quand on va en Chine, on va les voir, mais je crois que c'est important d'avoir quelqu'un sur place qui, lui, maîtrise mieux le système, parce que, je crois qu'il faut le dire, la Chine est un pays complexe, s'installer en Chine, c'est complexe, vivre en Chine, c'est complexe, surtout pour un occidental, et donc c'est important d'avoir des Chinois qui peuvent vous emmener au travers de cette complexité, parce que cette complexité, elle est peut-être liée d'abord à la structure mentale, mais elle est liée aussi à l'évolution du pays, qui va très vite. Et donc, bien sûr, ce que je citais tout à l'heure sur les problèmes de concurrence, c'est simplement parce qu'il y avait un manque d'expérience dans ce genre de domaine. Il faut bien comprendre que la Chine découvre encore tous les jours des pratiques internationales, et donc elle apprend en marchant, en courant, et donc il vaut mieux avoir des gens qui puissent comprendre de l'intérieur. Donc c'est vraiment votre conseil, passer peut-être du temps sur place, comme l'a fait le coréen Samsung. Je raconte toujours cette histoire en termes d'exemple d'interculturel. Quand Samsung a voulu s'implanter, alors c'était pas la Chine, c'était le Brésil, avant même de décider si oui ou non il y allait avoir quelque coopération que ce soit, ils ont envoyé, je crois, 5 ingénieurs avec famille, enfants, passer 18 mois sur place, le fameux 18 mois chacun, pour un petit peu étudier justement les us et coutumes en termes de management. Est-ce que c'est quelque chose que vous feriez, Thierry de la Tour d'Artaise? Nous, on avait envoyé des managers, comme nous avions quand même gardé notre usine à Shanghai, on avait déjà des managers sur place, et ceux qui parlaient chinois, mais on a envoyé effectivement, dès la signature en août 2006, des Français en Chine.
Et effectivement, comme on a mis 18 mois à avoir le feu vert des autorités chinoises, ils ont eu le temps d'apprendre. Ils ont eu le temps d'apprendre la culture chinoise et la complexité du pays. Donc oui, ça nous a aidé. Je crois qu'effectivement, il faut envoyer des gens, mais il ne faut pas sous-estimer la barrière culturelle. Vous citiez Samsung au Brésil. C'est des Français en Chine, c'est pareil. Alors que nous, quand on a fait une acquisition au Brésil, je dirais c'est facile, parce qu'on peut parler portugais très facilement, on peut se comprendre en français, en espagnol, on peut trouver toujours une langue. Les cultures sont des cultures latines, on se comprend tout de suite. Quand on va en Asie, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et il n'y a pas que le problème de la langue, parce qu'on pourrait croire que l'Inde est plus simple. L'Inde n'est pas forcément plus simple que la Chine, même s'ils parlent anglais. Oui, donc vraiment, pas les barrières, mais ce qu'il faut franchir, c'est au-delà de la simple barrière linguistique. Langue, oui. C'est ce que vous voulez nous dire. Jérôme Rive, sur les niveaux des réseaux, quels ont été vos déconvenus? Parce que je crois que vous avez trouvé ça très compliqué. Oui, c'est forcément compliqué, dans le sens où les rôles, les fonctions sont totalement différentes et qu'on apprend, chaque fois on découvre que finalement on a enlevé une nouvelle plure à l'oignon, mais qu'il est encore bien complexe en dessous. Et ça, c'est certain, on s'en aperçoit à chaque instant, à la fois dans ces relations aussi pour notre industrie, entre différents intervenants. Parfois on estime qu'ils sont concurrents et on ne s'aperçoit qu'absolument pas qu'ils travaillent ensemble parce qu'ils ne sont pas au même niveau. Donc entre les grandes, les premières, en effet, il n'y aura pas de coopération. En revanche, une grande business school va travailler avec d'autres jugés plus intermédiaires. Et comme ça, vous allez retrouver en fait dans un véhicule une personne avec qui vous négociez la veille et qui travaille finalement pour aussi une autre université. Donc c'est des choses assez surprenantes parce que pour nous, on a des cadres qui sont davantage définis ou des relations d'appartenance plus définies. Et sans compter le niveau au sein des universités où il y a toujours un secrétaire général qui représente le parti et qui est donc une personne dont il faut savoir tenir compte. Il y a une chose dans l'évolution, on s'aperçoit que autant à l'origine ces personnes étaient importantes pour les reconnaissances de diplômes, désormais c'est les personnes, quand on fait du classique, de l'échange académique ou d'étudiants, ils n'interviennent pas du tout. Quand on crée du business, dans le sens des programmes courts, de la formation continue, ils sont au cœur de tout. Parce qu'en fait, c'est de la création de valeur et finalement, les gens représentant le parti analysent beaucoup cette création de valeur nouvelle. Et je vais aussi vous poser à vous la question qui fâche, celle de la corruption. Est-ce que vous l'avez vu faire ? On ne l'a pas, dans le cadre de nos coopérations, nous n'avons pas été amenés à la voir. On peut avoir parfois des étudiants, des candidats qui vont peut-être tenter par des voies plus détournées de montrer la valeur de leur candidature. Alors comment ? Je vous coupe, mais comment concrètement ? Parce qu'il arrive que parfois, je sais que certains de des collègues aussi d'autres établissements parfois reçoivent avec à l'intérieur du dossier de candidature, il n'y a pas que des éléments de candidature. Très bien. Alors après, une fois qu'on est très clair là-dessus, on est aussi très respecté par les autorités et le partenaire local. Et en plus, nous y allons aussi, on est accompagné par la diplomatie, de la même manière que par les chambres de commerce qui sont établies là-bas, et qui nous donnent aussi des décryptages et qui savent faire... Mais je dirais que c'est plutôt les individus en tant que tels. Les établissements ne vont pas tenter, tout dépend de la qualité des établissements. De la même manière qu'on peut avoir des opérateurs privés qui, en France, vont avoir des pratiques parfois un peu étonnantes. On en retrouve aussi ailleurs, mais je dirais que c'est la diversité des mondes. C'est bien dit. C'est bien dit. Donc on a bien compris que c'était vraiment un problème de personnes, a priori. Je vous ai déjà posé la question, mais pour vous aussi, vous pensez que c'est un problème de personnes, ce qui se passe ? C'est-à-dire que ce n'est pas du tout appuyé par les autorités, officiellement ? Je crois qu'on voit même qu'il y a certaines occasions récentes où des gens l'ont payé très très cher. Donc je crois qu'aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en a évidemment, mais on voit très bien que certaines personnes qui se sont fait prendre se sont retrouvées en prison pour de très très nombreuses années. Donc il y a, je pense, une lutte contre la corruption évidente en Chine, oui. Et la peine de mort est applicable pour des faits de corruption, et c'est un des seuls pays au monde. Et elle est appliquée pour les gouverneurs des provinces qui
quand il y a des cas sur des fonctionnaires régionaux, le central, c'est un système, on s'aperçoit, qui est néanmoins très décentralisé parce qu'il y a une mise en concurrence et en compétition des régions les unes avec les autres. Et si jamais les pratiques, il est avéré que les représentants de l'autorité publique en région ont eu des faits de corruption, là, la sentence est immédiate. Et il y a des faits avérés. C'est dans ce cadre-là, pour montrer vraiment un exemple fort, et on le voit nous sur les opérations internes, sur ce qu'on appelle plus une Chine en devenir continentale, donc avec il y a deux pôles en grande concurrence, Chongqing qui est complètement à l'ouest, et puis la ville de Wuhan, et on voit qu'il y a des compétitions, et parfois il y a peut-être eu des pratiques qui allaient très loin et qui sont très fortement sanctionnées. Et pour nous, avec l'université de Lyon, nous avons un gros projet sur Chongqing qui est pour l'instant totalement en stand-by, parce que vu les transformations qu'il y a eu sur cette ville, c'est la fameuse mégalopole de plus de 30 millions d'habitants, qui a une croissance colossale, mais qui a vécu au sein de son plus haut exécutif, c'est le problème de Boenlai, et donc une transformation complète de l'appareil politique. Et ce qui fait que désormais Wuhan a pris le leader en interne de façon très très forte, y compris dans les champs de l'éducation. Mais c'est bon de le savoir, merci, parce que je ne sais pas si c'est très su par tous. Même question qu'à Monsieur de la Tour d'Arthez. Si vous aviez des conseils à donner, Jérôme Rive, quant à une implantation éventuelle, ou que pourriez-vous donner comme conseil à de jeunes ou moins jeunes entrepreneurs qui souhaitent s'implanter en Chine ? Je crois qu'il est vraiment important d'une part de prendre du temps, d'offrir du temps aux interlocuteurs chinois. C'est cette notion d'être capable d'avoir des calendriers avec du temps sur les premiers contacts, et puis surtout de bénéficier, de tirer profit des réseaux implantés, des réseaux d'aide. Je pense qu'on a des structures parfois publiques ou régionales qui accompagnent et qui ont des connaissances assez importantes du contexte local, qui ont des soutiens locaux, et il faut savoir aussi parfois échanger avec ces personnes-là et se faire accompagner. Parce que globalement, je crois qu'il y a un ensemble d'acteurs qui décident d'aller ensemble. On n'est pas seul dans le fait de tirer profit de ces zones en émergence. Monsieur de la Tour d'Arthez, vous vouliez compléter peut-être? Je vous vois prendre le micro, c'est pour ça. Je voulais simplement dire que je pense qu'un des facteurs clés de réussite, c'est effectivement le niveau, les degrés de confiance qu'on peut établir avec les partenaires ou les collaborateurs chinois, puisque moi je ne suis pas tous les jours en Chine, j'y vais souvent, mais je suis quand même ici en France. Et ce qui me fait plaisir, c'est quand je vois que nos équipes françaises et nos équipes chinoises, le soir, quand ils sont bien travaillés, quand ils vont dîner, ils ont l'air contents. Dans beaucoup de pays, ils ne sont pas contents. Ils vont dîner parce que ça se fait, mais ils se disent, voilà, il faut le faire. Quand ils passent une bonne soirée, je ne sais pas ce qu'ils font, enfin, dîner, je parle uniquement, je pense que c'est... Et quand on sent que même malgré les barrières de la langue, ils arrivent à se comprendre, je crois que c'est un bon signe. Voilà, il faut... La confiance est fondamentale. Et dernière, avant de passer la parole à vous tous, parce qu'il y a très certainement des questions de la salle, un coup de gueule et un coup de cœur de la même façon que Monsieur de la Tour d'Arthez nous a donné les siens. Jérôme Rive, un coup de gueule, allez, pour terminer sur une note positive après. Je crois que même si, alors les Français sont appréciés en effet de façon importante, mais je crois qu'on a une méconnaissance souvent très très profonde de la culture chinoise, une méconnaissance de l'historique, et parfois, hélas, certaines décisions prises par des autorités, je dirais en France, de tutelle, sont parfois en méconnaissance complète de la compétition à laquelle on est confronté quand on intervient sur ces marchés. C'est vraiment une économie extra-concurrentielle, et en effet, je vous rejoins sur l'aspect où nous avons encore beaucoup de morceaux de plans qui traînent quand même à nos autorités quand elles perçoivent nos actions. Et je crois que ça, c'est dommage, parce que parfois on peut faire des projets vraiment magnifiques, qui sont très enviés par plein d'autres universités à travers le monde, et en fait on a simplement quelques personnes qui sont complètement hors des clous et ne comprennent pas du tout combien c'est stratégique, et vont mettre des vétos vraiment qui sont dramatiques. Donc ça, parfois, il y a vraiment une méconnaissance très très profonde par un certain nombre d'acteurs de ce qui se passe, et je crois que aussi les discours relatifs qu'on a de simplification des opérations en Chine participent à cette méconnaissance, parce que voilà. Et alors le coup de cœur. Le coup de cœur, c'est l'aspect de dire quand même, on s'aperçoit quand on a vraiment inscrit les choses dans la durée désormais. Alors nous, on a diplômé la 13e promotion à Canton.
de ce MBA, qui est le seul MBA enseigné en français sur toute la Chine et qui en plus est reconnu comme diplôme chinois, ce qui est quelque chose d'exceptionnel. Eh bien, on s'aperçoit, ce qui est agréable, c'est de se dire, quand on nous dit, 13 ans, on commence à un peu se connaître, maintenant on va pouvoir faire des choses. Donc on se dit, c'est une durabilité, voilà, on est rentré dedans et la confiance est établie. Mais il a fallu 13 ans. Ah oui, un minimum. On le note, on a vraiment beaucoup parlé de cette notion de temps. Je crois que c'est important de l'avoir compris. On va maintenant ouvrir, merci à tous les deux, mais ce n'est pas terminé, parce qu'on va ouvrir les questions de la salle. C'est à votre tour. Je vais vous demander peut-être de lever vos doigts, tout bêtement. On va vous passer des micros et de vous présenter, bien sûr, parce que ça permettra à nos deux interlocuteurs de mieux comprendre le sens de votre question. Voilà, monsieur, je vous en prie. Bonjour, je suis diplômé en master de système d'information. Je suis actuellement en contrat intérim chez Tefal à Rumilly. J'étais étudiant ici, je travaille pour vous maintenant. Je m'en réjouis. Parce que c'est pas facile de vous voir à Rumilly, parce que vous venez pas souvent à Tefal. Vous avez profité de l'occasion, vous. Profité de l'occasion, ouais. J'aimerais vous poser deux questions. Ma première question concernant votre future stratégie en Chine. Parce qu'en travaillant chez Tefal, je trouve qu'il n'y a pas le produit de Tefal en Chine. Mais par contre, c'est une marque qui marche très bien sur le marché asiatique. Par exemple, au Japon, c'est la première marque culinaire. Ça marche aussi très bien à Corée du Sud. Aux États-Unis aussi, vous avez créé une marque à Tifo. Est-ce que vous envisagez en lancer directement le produit Tefal sur le marché chinois? C'est ma première question. Et ma deuxième question concernant votre politique d'embauche. Voilà. Comme vous avez dit tout à l'heure, vous savez déjà les Chinois qui travaillaient pour le groupe CEP pour communiquer avec la Chine. Est-ce que vous cherchez encore les jeunes talents chinois en France? Si oui, je suis volontaire. Merci. Alors, ça s'appelle du speed. Vous voyez, c'est direct, mais j'aime bien. Alors, votre première question, est-ce qu'on va lancer la marque Tefal en Chine? Non, pas pour le moment. Pour une raison très simple, c'est que en Chine, nous appelons support. Et nous sommes chinois. Et nous pensons que nous avons encore beaucoup de travail à faire. Nous y sommes le leader, vous le savez, dans les articles culinaires. Et on fait 1,7 fois la taille du numéro 2. Donc l'objectif des équipes, c'est d'être 2 fois plus gros que le numéro 2. Donc on a encore du travail. Et de toute façon, je crois que vous qui êtes Tefal, vous savez qu'au Brésil, on ne vend pas la marque Tefal, mais dans les articles culinaires, on s'appelle Panex ou Rochedo, qu'en Colombie, on s'appelle Limusa, que dans beaucoup d'autres pays, nous avons des marques locales. Donc nous pensons qu'en Chine, la marque support est extrêmement connue, qu'elle a une vraie valeur et que nous n'avons pas intérêt à lancer la marque Tefal qui viendrait non pas compléter, ou alors ce serait vraiment des produits très haut de gamme, ce qu'on pourra faire un jour. Mais je vous rappelle que nous avons lancé l'Agostina, qui est une marque du groupe sur le très haut de gamme en Chine. Donc pour le moment, nous n'avons pas l'intention de lancer la marque Tefal en Chine. Cela ne veut pas dire d'abord que certaines technologies que nous vendons sous la marque Tefal en France, par exemple le thermospot, vous savez, ce petit rond rouge dans la poêle qui change de couleur quand la poêle est prête à être utilisée, sont transférées chez Support et que aujourd'hui les marques de Support sont les mêmes produits que pour les poêles notamment, ont des poêles Support à thermospot comme Tefal. Donc les bonnes recettes de Tefal sont transférées sous la marque Support en Chine comme elles le sont sous la marque Rochedo au Brésil ou d'autres marques. Ça, c'est pour votre première question. Sur la deuxième, alors je me tourne vers Daniel qui s'occupe des relations avec les grandes écoles et de la formation. On a combien de Chinois en ce moment en France, entre le siège et nos différents sites? On en a quoi, une bonne vingtaine à peu près? Je dirais une vingtaine. Et donc, je sais qu'il y en a qui doivent partir prochainement s'installer chez Support dans différents départements. Donc oui, nous renforçons nos effectifs de Chinois en France.
On veut qu'ils fassent un petit moment en France pour connaître vraiment le groupe et qu'ils puissent être les ambassadeurs du groupe auprès de Support pendant quelques années, quitte à ensuite aller dans d'autres pays du monde. Donc voilà, vous avez devant vous la personne qui recevra votre CV avec plaisir. On le regardera en tout cas avec beaucoup d'intérêt. Il y avait monsieur là-bas, je crois, qui souhaitait poser une question. Bonjour, mesdames, messieurs. Je m'appelle Maurice Herstal, je suis consultant et j'ai une question pour monsieur de la Tour d'Artaise. Vous avez parlé tout à l'heure de l'image de la France auprès des Chinois, qui est excellente. J'étais, moi-même, je vivais encore à Shanghai en 2008, lors de l'ouverture des Jeux Olympiques. Et je me rappelle des manifestations qu'il y avait eu devant les magasins Carrefour lors des prises de position un petit peu particulières qu'on avait eues sur la question du Tibet. Est-ce que vos activités ou vos équipes ont été affectées par ce problème? Alors, tout petit peu, dans la mesure où un de nos plus gros clients en Chine est Carrefour. Donc effectivement, quand il y avait toutes les manifs devant Carrefour et que donc les portes étaient fermées, on ne pouvait pas vendre puisqu'il n'y avait pas de clients dans le magasin. Mais nous, je vous rappelle qu'en Chine, nous appelons Support, donc nous n'étions pas concernés par boycott, si boycott il y avait, il aurait pu y avoir. Donc non, nous sommes chinois et donc nous n'avons pas été concernés. Alors c'est vrai, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, hein, monsieur Rive, c'est effectivement, il y a des positions parfois du gouvernement qu'on approuve ou qu'on n'approuve pas, ça c'est un autre débat, qui peuvent gêner les opérations, mais c'est vrai en Chine, c'est vrai que dans d'autres pays aussi. Hein. Mais bon, nous, notre job, c'est de faire du business dans les pays, le job des politiques, c'est de gérer la politique et des relations avec leurs homologues étrangers. Alors je vois qu'il y a des gens qui sont arrivés, mais ça ne nous empêche pas de continuer. Est-ce qu'il y a d'autres questions, soit pour monsieur Rive, soit pour monsieur de la Tour d'Artaise? Madame, je vous en prie. Oui, bonjour, Isolde Périllou. Je travaille en ressources humaines internationales et je suis actuellement au DU, à l'IAE, au DU de coaching. Je voulais savoir dans quelle mesure et avec quels moyens est-ce que vous faites évoluer votre notion de leadership chez SEB, dans le sens où vous dites que vous avez la moitié du groupe qui sera en Chine très bientôt. Comment faites-vous évoluer tout ça? Quels sont vos outils et quelles sont vos recommandations en la matière? Alors, nous avons au sein du groupe ce qu'on appelle l'université groupe SEB, donc je ne suis pas sûr que d'autres seraient beaucoup mieux placés que moi pour en parler, mais nous sommes dans 70 pays, implantés physiquement dans 70 pays. Donc nous avons cette particularité peut-être que notre stratégie est d'être, si je puis dire, l'anti-Coca ou l'anti-McDo. Notre philosophie n'est pas d'aller, je dirais, apprendre aux Chinois ou aux Brésiliens ou autres pays à cuisiner français ou à utiliser des produits en France. Nous sommes au contraire, nous nous inscrivons dans les traditions locales. Et donc c'est pour ça qu'on vend plus de cuisinières que de friteuses en Chine, même si on vend beaucoup de friteuses en France et dans d'autres pays. Mais en Chine, on souhaite s'intégrer dans la culture. Pour cela, il nous faut des gens qui soient totalement internationaux. Donc il n'est pas envisageable de faire une carrière dans le groupe si on ne fait pas plusieurs séjours à l'étranger. De façon à se frotter aux différentes cultures. Puis je reviens sur l'université Groupe SEB, je vous disais, nous en avons fait des cours au début justement de culture chinoise, il y en a encore toujours je crois au programme, mais il y en a pour d'autres pays, parce que moi j'ai toujours pensé que la langue, d'abord on pousse les gens à apprendre les langues, parce que je pense que la langue est quand même la meilleure façon de véhiculer la culture. Alors c'est vrai qu'il y a des langues plus faciles que d'autres, plus facile d'apprendre des langues européennes que des langues asiatiques ou autres, mais il faut déjà apprendre la culture, et si en plus on peut apprendre la langue, je pense que c'est très favorable. Mais nous avons besoin, et nous recherchons, et nous souhaitons toujours avoir des gens qui soient complètement intégrés dans la culture du pays. Il n'y a que comme ça qu'ils pourront vraiment comprendre la problématique du pays et avoir des avis pertinents. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais ça demande effectivement des formations permanentes. Alors, au-delà de ça, pardonnez-moi, je reviens, parce qu'il y a le côté culturel, transculturel, mais il y a aussi, je dirais, les techniques, et il est clair que tous nos collaborateurs de support, qui avaient moins d'expérience que nous, SEB, au niveau de la France, par exemple, du travail avec les grands comptes comme Carrefour ou Walmart, nous, ça fait des années qu'on le fait, eux, c'était plus récent.
on a implanté, venant de l'université Groupe SEB, dans le campus de support, des cours techniques aussi sur comment on gère des grands comptes internationaux, comment on développe des produits, comment on met des méthodes, etc. Donc il y a bien sûr des formations techniques et des formations interculturelles. Est-ce que ça répond à votre question, madame? Merci beaucoup. Monsieur, je vous en prie, on va vous passer... Ah, pardon, je n'avais pas vu, juste derrière vous, on vous passera un micro après, monsieur. Oui, j'ai dirigé une société conjointe pendant 5 ans à Hong Kong avec des partenaires chinois. Et j'avoue que je voudrais faire une observation, mais en ayant peut-être votre confirmation, que j'ai vu beaucoup de réussites allemandes, de sociétés comme SEB. Et justement, je retrouve le modèle de ces réussites à travers SEB, avec quand même un arrière-plan familial, une implication fortement de la direction générale et des actionnaires, et ce qui est extrêmement valorisé par les Chinois. Moi, j'ai financé beaucoup de PME chinoises qui sont devenues maintenant des grands groupes, probablement, je ne sais pas si j'ai financé Support, mais des sociétés comme ça, des gens de 40 ans. Et j'avais, pour le constat que j'avais fait, c'est que justement une société familiale, avec une implication, alors ce n'est pas obligatoirement familiale, mais avec une implication très forte, relation, était le levier de la réussite qu'on trouvait en Allemagne. Et j'avais en parallèle tous les échecs des grands groupes français. En particulier, j'avais pour partenaire la municipalité de Canton, il y avait Peugeot à côté, et j'en avais tous les jours les dysfonctionnements que Peugeot paye aujourd'hui. Volkswagen vendait 500 000 voitures, Peugeot avait transposé la stratégie du Nigeria à Canton. Et une capacité d'écoute, l'inverse de la vôtre, puisque Calvet s'était placé une fois pendant toute la période de crise. Donc c'est une remarque, mais je pense que, si vous voulez, le caractère familial était très important. Ah oui, d'abord, je partage ce que vous dites sur le Mittelstand allemand. C'est clair qu'ils ont une force, ils y vont en meute en plus, donc c'est très pertinent comme stratégie. Moi, je suis convaincu que dans notre acquisition de support, le fait que nous soyons un groupe non seulement d'origine familiale, mais dans lequel, je vous rappelle que le groupe est encore détenu à 43% par la famille fondatrice, et donc nous avons encore cette empreinte familiale forte. Donc ça veut dire qu'en plus on est, vous savez, on est auvergnat d'origine, on est passé par la Bourgogne pendant de nombreuses années, et puis maintenant on est à Lyon. Donc un sou est un sou, même si notre partenaire chinois s'appelle Sou en plus, donc ça tombait très bien. Et donc oui, je partage complètement ce que vous dites, ça a été un élément absolument déterminant dans la confiance, parce que c'est sûr qu'une stratégie de long terme, pour nous c'est une force qu'on peut mener des stratégies de long terme. La Chine, c'était quand même une opération compliquée, 18 mois. Au passage, si je devais retrouver un petit coup de gueule que je n'ai pas cité tout à l'heure, c'est qu'en plein milieu de l'opération, l'équivalent de l'AMF a changé les règles du jeu, et alors que notre partenaire était obligé, d'après notre contrat, d'apporter ces titres à l'offre publique que nous lancions, et il a eu finalement l'interdiction de les apporter. Donc on a dû aller lancer l'EPA à l'aveugle, sans savoir si on allait la réussir. Donc ça, c'était un peu compliqué. Mais ça, c'est un petit coup de gueule. Je suis persuadé que le fait que nous soyons un groupe d'origine familiale, avec une présence encore forte, avec des valeurs, comme je le disais tout à l'heure, que nous affichons et que nous essayons de vivre tous les jours, a été déterminant dans le succès de l'opération. Mais vous savez, si je reprends beaucoup des sociétés que nous avons rachetées, que ce soit au Brésil ou plus récemment au Vietnam ou en Colombie, ce sont très souvent des sociétés qui étaient à la fois des sociétés d'origine familiale, très innovantes, et qui donc retrouvaient et qui mettaient en général l'homme au cœur de leur vision et de leur stratégie. Et je crois que quand on partage des valeurs, ça gomme beaucoup d'obstacles. Ça gomme pas tous. Il faut aussi éventuellement que le prix soit à peu près compatible avec ce que le vendeur est prêt veut recevoir et ce que l'acheteur est prêt à payer. Mais le partage des valeurs est fondamental, oui, tout à fait. Merci, monsieur, pour votre témoignage, parce qu'effectivement, ça nous a permis de soulever un point qu'il était important de soulever. Quelqu'un d'autre? Monsieur, je vous en prie. Oui, bonjour, messieurs et messieurs, dames. Je vais vous demander de vous présenter, peut-être. Oui, donc Daniel Moignier, je suis cabinet de recrutement DMC. Je suis aussi auteur de livres économiques au niveau France, Europe, Monde. Je pensais à autre chose, moi, la gestion de l'entreprise. Gérer une entreprise en Chine, au niveau de l'évolution, parce qu'il y a une évolution rapide des salaires, des charges, il y a des mouvements importants, pour arriver à garder une marge
et pouvoir être compétitif en même temps. Et puis en plus avec la différence d'échange et ainsi de suite. Bon, ça c'est le sport quotidien, hein, la gestion des taux de change, et en plus c'est une matière qui est totalement imprévisible, donc on essaie de s'adapter. Pour revenir sur votre point sur la Chine, où effectivement on voit une très forte croissance des salaires, dans ces dernières années, on est plutôt près, pour les main-d'œuvre directes, de 15% par an ces dernières années, même si on peut penser qu'il y a une petite accalmie, mais sans doute... de toute façon, ça continuera à augmenter. Moi, je vous rappelle que nos usines chinoises fabriquent principalement pour la Chine. Donc, nos confrères ont la même situation. Donc, effectivement, le marché voit des hausses de prix tous les ans, mais les salaires augmentent aussi, puisque c'est la cause de l'augmentation des prix. Donc c'est cette espèce de cercle dans lequel les produits augmentent, les salaires augmentent, la classe moyenne a plus d'argent et donc elle peut payer les hausses de prix. Maintenant, bien évidemment, c'est un marché qui est extrêmement compétitif et sur lequel il faut être très rapide et se battre parce qu'il y a du monde. Il ne faut pas croire que c'est un pays dans lequel il n'y a pas de grands concurrents chinois. Il y a déjà aujourd'hui des groupes qui sont très importants et qui demain seront des leaders mondiaux. Très clairement. Donc voilà, on gère comme ça. À la limite, je vais vous dire, plus les salaires augmentent, plus il y aura de consommateurs chinois qui achèteront nos produits. Donc c'est très bien, tant qu'on reste en Chine. D'autres questions? Mademoiselle, là, au milieu. Voilà, levez le doigt qu'on vous voit bien. Voilà. Oui, bonjour, je m'appelle Aude Lemaire, je suis étudiante en Master Management International ici. Et donc, en fait, je me demandais, la Chine est assez connue parce qu'elle ne respecte pas trop la propriété intellectuelle et à cause de la contrefaçon. Je voulais savoir si vous aviez été victime de ça et comment vous avez fait pour protéger vos produits. On est victime tous les jours de cela. Il y a encore énormément de contrefaçons. Dans notre métier, ça vient plutôt de la région de Ningbo, donc dans Zhejiang, assez proche de là où nous sommes, Hangzhou. Donc ce qu'on fait, c'est très simple. Nous avons une armada de gens qui vont se promener dans tous les salons, parce que c'est par là que ça passe. Et il y a un responsable de notre département propriété intellectuelle, plus un huissier, plus un avocat, et on fait saisir des produits. Enfin, on fait constater. Ensuite, on va avoir des avocats. L'avocat chinois est là, instruit le dossier. Et je dirais qu'aujourd'hui, nous gagnons la plupart du temps. Je dirais quasiment tout le temps, on arrive à gagner. La Chine a fait un gros progrès. Pour être tout à fait franc, et très direct, je pense que si la Chine et les autorités chinoises ont pris le taureau par les cornes, si je puis dire, dans cette matière, c'est aussi que ces groupes, ces contrefacteurs chinois, font un mal immense à l'industrie chinoise. Donc c'est pas tellement forcément pour défendre les groupes étrangers, en tout cas pas uniquement, mais c'est aussi pour protéger leur propre industrie, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de contrefacteurs. Les contrefacteurs ne copient pas uniquement les produits des étrangers, mais également ceux de leurs confrères, les grands groupes chinois. Donc ça devient une véritable plaie économique pour la Chine. Du coup, ils s'y intéressent, et quand les Chinois s'intéressent à quelque chose, ça va vite. Donc ça progresse beaucoup. Alors il ne faut pas rêver. Ça n'empêchera pas qu'on fait saisir des produits et quelques mois après, vous en retrouvez dans une autre usine, même si l'usine a été fermée. Ça redémarre, c'est un combat permanent, mais qui coûte de plus en plus cher, mais il faut toujours se battre. Voilà, donc il faut continuer et tout le monde le fait. J'ai répondu à votre question ? Sur la contrefaçon, oui, parce qu'on n'en avait pas parlé, vous avez raison, de le soulever. Un combat sans fin, hein, j'ai l'impression. C'est un combat sans fin, absolument, oui. Alors, l'avantage qu'on a par rapport au luxe, c'est que les gens vont rarement en Chine et reviennent avec un cuiseur Harry dans leur valise, si vous voulez. En général, ils ont peut-être des foulards Hermès trafiqués. Ou bon. Donc la contrefaçon, on la retrouve plutôt sur le territoire chinois ou dans d'autres pays comme le Moyen-Orient, où là c'est effectivement légion, mais c'est pas vraiment dans les valises qu'on les retrouve. Dommage. C'est pas très facile à porter un cuiseur Harry non plus dans la valise. Malheureusement. Monsieur, au fond, je vous en prie. Oui, bonjour. Gilles Dugardin, conseiller en management. J'avais une question par rapport au prolongement de la culture, par rapport à la religion. Parce que vous avez cité le Brésil, l'Inde et la Chine. C'est tous des religions différentes, donc ça influe sur la culture et donc je suppose sur la façon d'aborder les personnes et les marchés. Parce que je vois par exemple entre
l'Inde et la Chine que je connais un petit peu, c'est très différent. Et ça me semble beaucoup plus compliqué en Inde. Oui, il n'y a pas que la question de la religion d'ailleurs sur la complexité en Inde. Il y a aussi les castes, il y a aussi la culture indienne elle-même. Donc c'est un pays qui est surprenant d'ailleurs parce qu'on pense qu'effectivement l'Inde c'est plus facile parce qu'ils parlent anglais, mais en fait c'est encore plus compliqué que la Chine. Vraisemblablement, je suis d'accord avec vous. C'est en tout cas plus surprenant. Écoutez, la religion, nous, bon, il est clair que quand on est au Brésil, on a beaucoup de catholiques, ça c'est clair, mais c'est pas une... je ne crois pas que ça soit uniquement cela qui induise les comportements. Ça peut faire partie des valeurs partagées. Bon, en Chine, on n'a pas beaucoup de catholiques, pour être tout à fait honnête, ou de chrétiens. Je dirais même que quand nous, on veut aller à la messe, ben, il y en a qui nous accompagnent et ils trouvent ça intéressant, donc c'est plutôt bien. C'est vrai, ils sont intéressés, donc ce qui prouve qu'ils sont aussi ouverts. Maintenant, on parle de religion facilement avec notre partenaire chinois qui est le patron de l'affaire. C'est pas un sujet, à mon sens, que nos équipes débattent beaucoup avec leurs collègues chinois. Il y a quand même une grande partie de la population chinoise qui, à ma connaissance, n'est pas très au fait religieux. Bon, je crois que c'est un ressort qui n'est peut-être pas commun, mais il y a certainement d'autres. L'humanisme est une forme qui peut aussi créer des convergences. Donc, j'ai pas le sentiment que la religion soit au cœur de la relation entre les équipes dans nos acquisitions, en tout cas. Même si parfois ça peut aider. Au Vietnam, ça peut aider. Il y a plus de catholiques et c'est vrai qu'on est dans une culture asiatique, mais avec une particularité un peu liée à la France aussi. Oui, puis une histoire aussi liée à la France. Une histoire commune. J'en profite, je rebondis sur quelque chose, une question que vous posez peut-être tous. Monsieur de la Tour d'Arthès vient de parler de l'Inde. Il sera question un jour de l'Inde, très certainement. Pas aujourd'hui, parce que je crois que c'est public. Vous venez d'arriver en Inde il y a peu de temps, mais oui. Pas encore de recul assez pour qu'on en parle l'espace d'une bonne heure. Donc ça sera dans un autre rendez-vous. Monsieur, je vous en prie, au fond, et madame, devant vous, il y a 2 personnes qui souhaitent s'exprimer. Oui, bonjour, Frédéric Pichon, je suis directeur marketing avec 20 ans d'expérience à l'international et en multiculturel. Je connais par contre beaucoup de pays dans le monde, mais pas l'Asie et pas la Chine en particulier. Et un des leviers aujourd'hui importants de croissance de compétitivité, c'est la mise en place de stratégies marketing digitales et de faire ça de manière très pertinente. Donc il y a encore beaucoup d'entreprises qui ont du mal à l'intégrer parce que c'est un problème culturel. Et en général, construire une stratégie digitale, c'est aussi se digitaliser de l'intérieur. Donc je pense que c'est un certain nombre de choses que vous mettez en place, Europe, dans certains pays. Qu'en est-il sur la Chine de cette possibilité de mettre ça en place et à quel niveau? Est-ce que ça va aussi plus vite que chez nous ou est-ce que c'est plus compliqué? Vous avez raison, le digital, c'est une question de génération aussi. Les jeunes sont manifestement plus rapides que les vieux comme moi dans ce domaine. Le digital, dans notre métier, il va nous percuter de 3 façons. Un, par la distribution, puisque la distribution Internet, que ce soit les pure players, style Amazon, ou les click and mortar, se développent de façon extrêmement rapide. Ça nous impactera donc forcément, et je dirais encore à plus forte raison, nos clients distributeurs, qu'ils soient spécialistes ou hypermarchés. 2, ça va nous impacter parce que nous aurons de nouveau une communication beaucoup plus directe avec le consommateur, qu'on a un peu perdu à travers la grande distribution, avec le côté positif, qu'on peut se réexprimer des tas de choses vis-à-vis des consommateurs. Et le mauvais côté, c'est que si un jour on a un produit qui a un petit problème de qualité, on peut avoir 2 millions de clics en très peu de temps. Et puis 3, bien sûr, sur le long terme, ça sera que des produits pourront être directement pilotés par des tablettes, iPad ou autres. Donc, alors pour revenir sur la Chine, pour préciser sur votre question, il y a déjà des acteurs gigantesques en Chine. Le premier, c'est Taobao, qui est basé à Hangzhou et qui a un volume d'affaires qui est aujourd'hui l'équivalent du chiffre d'affaires de Carrefour mondial. Bon, donc c'est un site plutôt C2C, donc entre consommateurs. Et il y a d'autres sites comme 360 Buy. Il y a déjà une part du business qui va sur Internet. Ça se développe à toute vitesse. Et on ne pourra pas se développer en Chine dans les années qui viennent si on n'est pas un acteur très présent, en tout cas avec la distribution numérique, c'est clair. Et je dirais que là encore, ça va plus vite que dans n'importe quel autre pays. Ça va extrêmement vite. Comme les États-Unis peut-être, mais c'est impressionnant la vitesse à laquelle se développent ces groupes. Et plus précisément, ma question était par rapport à votre entreprise, par rapport à Support. Ah ben nous avons...
Chez Support, nous avons déjà une cellule complète de gens qui passent leur journée à travailler avec la distribution, avec Taobao 360 Buy, qui passent leur journée à regarder les prix, parce que ça va changer complètement notre métier. Hein. Avant, on avait des référencements avec Walmart ou Carrefour qu'on négociait pour 1 an. Avec l'Internet, vous devez changer de produit. Si le produit ne marche pas, il est viré et il faut revenir avec un produit 3 jours après. Donc, c'est une transformation très forte de notre métier, à mon sens, mais qui ne sera pas que notre métier. Hein. On a vu que dans d'autres métiers, ça a été extrêmement violent aussi, y compris dans le domaine de la culture, hein, les livres ou la musique. Donc ça va avoir un impact très important, et tous les groupes, et donc nous y préparons, nous travaillons beaucoup sur ce sujet, non seulement en Chine, mais dans l'ensemble des pays du monde. C'est un phénomène qui va être, à mon avis, avec encore plus d'ampleur que l'apparition de la distribution moderne dans les années 60 en France face à la distribution, je dirais, des petits magasins. Donc ça va être gigantesque. Alors, dernière question, parce qu'on avait dit qu'on vous libérerait assez rapidement pour tous les rendez-vous de 14h. Il doit y en avoir beaucoup. Mademoiselle, je vous en prie, ça sera la dernière. Bonjour, alors j'ai 2 questions, mais je vais quand même les poser. Vous verrez les dernières. Voilà. Je suis une ancienne étudiante du Master Marketing. Donc, ma première question, c'est en fonction de l'évolution du marché actuel, est-ce que vous pensez que vous serez amené à faire du B2C à l'avenir ? Et ma deuxième question, c'était plus sur quelle est aujourd'hui la place de l'innovation dans le groupe SEB et comment y participe le marketing ? Première question, B2C, oui, on en fait un petit peu. Nous avons d'abord, dans beaucoup de pays, nos propres magasins, et nos réseaux de magasins qui s'appellent Support en Chine ou Home & Cook dans d'autres pays du monde, ont aussi une activité sur le net. L'idée n'est pas... Je pense que on peut avoir une petite activité, mais plus destinée sur tout ce qui est accessoire. Devenir un grand acteur de la distribution, ce n'est pas notre stratégie. Nous avons des distributeurs qui font ça. Et quand c'est du complément, oui. Si c'est pour aller frontalement contre nos grands clients, non. Je rappelle d'ailleurs que si on a des boutiques en Chine, c'est surtout qu'elles sont dans des petites villes, ce qu'on appelle les Tier 3, Tier 4 cities, dans lesquelles la distribution moderne n'est pas encore forcément très implantée. Mais à la limite, quand ils arrivent, nous on sortir et voilà. Donc l'idée n'est pas forcément de les concurrencer. Mais c'est pour accélérer le développement. Donc on pourra le faire, y compris en B2C. Deuxième point sur l'innovation, moi je vais vous répondre très simple. Sans l'innovation, on est mort. C'est aussi simple que ça, parce qu'aujourd'hui, notamment dans les pays matures, le consommateur a tout, et il peut trouver une offre de produits à des prix extrêmement bas, puisque l'industrie chinoise est l'usine du monde, et que plus de 2 tiers des produits vendus en Europe viennent de Chine. Donc vous voyez fleurir régulièrement des catalogues de nos grands distributeurs, avec des produits vendus à 9,99 €, voire même à certaines époques 4,99 €, ce qui était à l'époque, je sortais mon paquet de cigarettes quand je fumais encore pour montrer qu'une cafetière pouvait être moins chère qu'un paquet de cigarettes. Donc se battre sur les prix uniquement face à l'usine du monde, même si elle évolue et qu'elle va se concentrer plus sur des produits à plus forte valeur ajoutée, ça prendra des années, et de toute façon on n'a aucune chance, puisqu'il faudra, je serai mort depuis très 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 longtemps, avant que les coûts de production chinois, même avec des augmentations de 15% par an, ne rejoignent les coûts européens. Donc c'est une stratégie qui mène forcément dans le mur. Donc notre stratégie est bien évidemment l'innovation, parce que c'est en sortant des produits qui apportent un réel plus aux consommateurs, et c'est pas petit zinzin qui fait plaisir, c'est de vraies innovations, comme j'en profite, notre friteuse sans huile, qui est un grand succès, ou L'Actifry, ou nos aspirateurs silencieux, qui sont des produits donc bien sûr à plus forte valeur ajoutée, qui coûtent plus cher en production, qui nécessitent beaucoup de travail de R&D. L'Actifry, ça a mis 6 ans à mettre au point, et à imaginer mettre au point. Donc c'est parce qu'on les vend plus cher qu'on peut les fabriquer en France. Et les 4, je fais quand même la pub du groupe, j'ai le droit pendant quelques secondes, que quand même aujourd'hui encore, vous prenez les 5 produits les plus vendus en petit électroménager en France, par tous les canaux de distribution et de toutes les marques, il y en a 4 qui viennent du groupe, et 4 produits de marques différentes du groupe, et 4 produits fabriqués dans nos usines en France. Donc oui, on peut encore, c'est aussi une des réponses pour les pays matures, on peut maintenir la production en France à condition d'être le plus innovant. Et donc nous, on a un principe très simple, et ce qui est compliqué à mettre en place, parce que nous avons mis
on a une conception de l'innovation qui est que les équipes marketing, design, recherche, développement doivent être dans le même bocal. Donc ils sont ensemble. On a aussi dans nos sites industriels nos propres chefs de cuisine, qui travaillent aussi avec ces équipes pour faire des plats qui soient bons et qui travaillent avec la production, parce qu'on pense que la production favorise aussi l'innovation. Et c'est parce que ces gens-là sont ensemble, qu'ils travaillent ensemble toute la journée, qu'ils peuvent nous donner des idées qui seront des grands succès de demain et qui continueront la tradition de l'innovation. On est mort sans cela. Il n'y a aucune place pour le produit. Ça ne veut pas dire qu'on ne vend que des produits très innovants, mais on ne pourra maintenir une position de leader mondial. Et je pense que c'est le job d'un leader mondial, c'est toujours tirer le marché vers le haut et de ne pas participer à la paupérisation du marché que l'on voit dès qu'il y a plus d'innovation. Voilà, donc c'est obligatoire. Merci beaucoup de cette réponse et puis merci globalement pour votre témoignage et ce voyage qu'on a fait avec vous deux aujourd'hui. J'avais dit que ce serait la dernière question. On va s'arrêter là parce que le temps file et que Monsieur de la Tour d'Artaise nous a en plus donné faim. Donc voilà, merci d'avoir partagé ce...